Assez impressionnant déjà juste les vêtements qui bougent. Là, je me demande par exemple pour le chat, parce que là on va le voir sauter et qu'il va tomber dans l'eau. Comment est-ce qu'ils ont fait les gouttes? Salut! Aujourd'hui je te retrouve pour faire des analyses d'animation avec Benjamin Servet. Alors tous les deux, juste avant, on a sélectionné 4 animations, 4 courts-métrages dont on va analyser certains extraits. Alors c'est tous plus ou moins des courts-métrages assez vieux pour le coup. Et on va commencer avec une animation soviétique de Yuri Norstein qui date de 1975. Donc cette animation-là, tu me l'as présentée au départ comme une animation stop-motion. On aura une autre vidéo où on parlera vraiment d'autres animations stop-motion. Ici, tu m'as expliqué que c'était plutôt du papier découpé. C'est sur un banc titre, donc c'est une machine entre guillemets qu'on pourrait dire où en fait il y a plusieurs plaques de verre et sur ces plaques de verre on va venir mettre les différents plans. Donc le background, l'arrière-plan sera en dernier. En premier on trouve le personnage ou alors des branches d'arbres qui viennent par-dessus le personnage et ce qui est très intéressant dans cette animation c'est qu'en fait tout le brouillard est traité comme ça. Donc il y a les différents levels de brouillard qui sont traités sans doute avec des papiers calques qui viennent par-dessus le personnage. Il y a vraiment des jeux à ce niveau-là, c'est assez fou. Comment le hérisson rentre dans le plan, disparaît du plan, réapparaît à un autre moment. Il y a tout ce jeu aussi de l'angoisse dans ce court-métrage avec qu'est-ce qui va sortir du brouillard au final. Tout ce qu'on montre ici, donc c'est des animations qui n'ont pas besoin d'ordinateur, mais c'est exactement les mêmes principes qu'il y a sur ordinateur. Par exemple, là, ce serait plutôt de l'animation de marionnettes avec des sortes de marionnettes découpées dans un ordi et on va bouger les parties une par une, contrairement au dessin animé où on va vraiment dessiner image par image les choses. Voilà. Donc les techniques évoluent juste avec les outils qu'on a pour pouvoir les développer et les concevoir, mais sinon la technique en elle-même est souvent la même en fait, que ce soit en physique ou en numérique. Je sais pas si vous savez, mais il y a des sortes de bobines de montage, les pellicules qui vont tourner comme ça, et il y a le monteur qui va littéralement découper, comme on fait maintenant sur les ordis, sauf qu'il va découper littéralement les bandes et devoir coller les unes avec les autres. Je sais pas trop comment ils se démerdaient pour faire ça. Faut pas avoir peur de couper d'ailleurs, parce que Ouais. si tu coupes mal, voilà. Là aussi la lumière je trouve c'est très très bien fait. Je me demande s'ils ont Je pas sais mis... pas, à mon avis, ils ont mis une lumière une littéralement derrière la Ouais, plaque. c'est ça, c'est ce que je pensais aussi. Tu penses doit aussi être que ça. c'est quelque chose comme ça. Et par exemple, pour les mouvements de caméra, est-ce que tu sais comment ils font? En fait, c'est vrai qu'on pourrait penser peut-être qu'ils font déplacer la caméra par-dessus le long décor, mais souvent c'est... Ouais. Je pense que ici, ça doit être quand même la caméra qui bouge, mais à certains moments, c'est carrément le décor en arrière-plan qu'ils font bouger, avec le personnage bien sûr par-dessus. Ouais, c'est un panneau en fait. Voilà, On fait bouger le décor pour donner l'impression qu'il bouge, mais le personnage reste toujours à la même place. Une des parties que je trouve les plus impressionnantes, c'est cette partie-là où ils ont fait le feu de camp. Il y a vraiment l'ambiance qui est bien retranscrite et je sais pas trop comment ils l'ont fait, parce qu'on dirait vraiment qu'il y a une lumière devant eux. Là, en fait, on voit que ça clignote dans le film. Mais il faut littéralement que ça clignote image par image, que ce soit une fois allumé qu'on prenne une photo, une fois éteint qu'on prenne une photo. Donc le deuxième film, si je me trompe pas, toi tu l'as déjà vu aussi? Oui, je l'ai vu, mais c'est vrai qu'il me reste plus trop en tête, donc ça va être une redécouverte en fait en même temps. Donc ça s'appelle Le vieil homme et la mer, c'est le roman de Ernest Hemingway au départ, je pense. Et donc il a été réalisé en 99, celui-ci, par Alexandre Petrov, un animateur russe. On reste du côté de la Russie et tout ça. Donc là, c'est de la peinture qui est faite, je sais pas avec quel type de peinture exactement, mais c'est fait sur du verre. Ça devait être de la peinture à l'huile. Enfin, moi, je sais que j'avais justement fait un petit court-métrage pour un auteur de BD avec de la peinture, et pour le coup, la peinture, déjà la gouache, ça sèche trop vite, et ça s'écaille en fait sur le celluloïd, et je pense le mieux pour retaper la peinture, pour revenir par-dessus, pour faire ces petits changements, ça doit être la peinture à l'huile. Il faut absolument pas que ça sèche, il faut que ça reste assez fluide quelque part. Donc là, on voit son bon titre. Oui, et la caméra au-dessus prend photo par photo, donc une fois qu'il a fini sa peinture, il prend une photo, il reprend une photo une fois qu'il a peint par-dessus. Mais il efface seulement la partie dont il a besoin. Moi, c'est un petit peu ce que j'avais fait pour mon court-métrage à la fin de mes études. J'avais fait ça avec du fusain, et à chaque fois, j'effaçais pas toute la feuille, je prenais pas une autre feuille, j'effaçais la tête du personnage par exemple, et je refaisais par au-dessus pour pouvoir juste déplacer. Et ce qui était bien aussi dans ce cas-là, et ce qui est bien dans ce cas-là aussi, c'est que ça laisse des traces quand on a effacé en fait, ça laisse une trace de la main qui a dû enlever de la peinture, enlever de la matière littéralement. Tout ça, c'est juste une personne, Alexandre Petrov, qui l'a fait de lui-même dans son studio. Je sais pas combien, tu sais combien de temps je sais pas le temps parce de production. Parce que c'est vraiment un temps fou en animation pour repeindre comme ça. Et surtout, ce qui m'impressionne le plus dans son court-métrage, c'est les mouvements caméra. Parce qu'en peinture, en fait, quand il y a des travelling comme ça, où tu vois la mer, après tu remontes vers le ciel, c'est juste un temps fou à faire, puisque vraiment là, c'est chaque image qu'il a dû réeffacer pour refaire. Parce que forcément, tu peux pas là mettre ta caméra sur ton trépied, essayer de faire un sur ton dessin, un mouvement. La caméra est fixe en permanence. Voilà, la caméra est fixe. Donc tout à l'heure on disait qu'on essaie justement d'effacer que les parties qui sont intéressantes, qui vont bouger. Mais là pour le coup, pour ces mouvements caméra là, c'est beaucoup plus compliqué. Là c'est vraiment tu effaces, tu repeins, tu effaces, tu repeins. Et quand on sait que le minimum en animation
pour tourner, pour prendre les photos, c'est 12 images par seconde. Je vous laisse calculer si ça fait je sais pas combien de minutes. Ouais. Puis en plus, généralement, souvent les studios tournent en même 24 images par seconde. Et pour le stop motion, je pense que les gens tournent plus quand même en 12. Je sais pas trop comment il a fait à ce niveau-là, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le timing, parce que le timing, forcément, c'est la fréquence à laquelle vont aller l'animation elle-même, le mouvement, pas le nombre d'images par seconde, ça n'a rien à voir, mais c'est la vitesse du mouvement de l'animation. Ici, on voit que le timing est, encore une fois, proche de la réalité, mais pas vraiment comme un film, ce qui rend encore un cachet un petit peu différent. Mais surtout, il peut pas faire ce que font les autres animateurs, soit sur papier, en flippant comme ça, pour pouvoir voir les images qui défilent les unes après les autres. Ça, il pouvait pas le faire. J'imagine qu'il avait, parce que 99, il y avait déjà ça, il avait, j'imagine, une sorte d'écran de retour, où il pouvait certainement faire un pré-montage, peut-être sur un ordinateur, pour voir les quelques images qu'il avait faites, pour avoir un retour sur ce qu'il fait. Ouais, pour vérifier. Mais je suis même pas sûr de ça, en fait. En fait, c'est vrai qu'on sait pas trop. Je sais que maintenant, il y a un logiciel qui est très bien qui s'appelle Dragon Frame, où justement, en fait, le truc, c'est que tu le relis de l'appareil photo à l'ordinateur, et en direct, en fait, tu peux voir si ta séquence de photos que tu as prise, tu peux le voir à défiler, et tu vois si ça marche ou pas. Donc ça te permet de passer à la suite, ou alors de refaire ton plan que tu as déjà fait. Ouais. Alors que là, si tu te trompes, c'est vrai que c'est galère de revenir en arrière. Et surtout, c'est vraiment très très précis au millimètre près. Imagine, il a raté un plan ou 2-3. Oui, après je sais pas trop si il a dû refaire des choses ou pas. Mais comme on le voit, il a évidemment préparé son animation, il y a du storyboard et tout, l'histoire n'est pas improvisée au moment où il peint, mais chaque peinture est faite individuellement. Il peut pas faire les choses indépendamment, il peut pas d'abord animer la canne qui se plie avant d'animer le personnage, tout doit être fait en même temps parce qu'il y a forcément pas de compositing derrière, il n'y a pas de calque, c'est juste une plaque où il va tout peindre à la fois. À chaque plan que tu refais, tu dois penser, te mettre en tête tous les éléments que tu avais fait bouger avant et que tu veux bouger après, à quel mouvement tu veux faire. Surtout que c'est pas du tout le même rythme. Le pêcheur, il va tirer plus vite quand même que le bateau ne bouge, donc ça, faut vraiment prendre ça en compte. Le bateau, on va faire quelques petits millimètres de différence, alors que le pêcheur, ça va être quand même un peu plus visible. C'est un des films les plus fous, je pense, qu'on peut voir en termes de technique, quoi. Ça bluffe, hein. Ça bluffe. Ça bluffe. Ensuite, troisième film, Pierre et le Loup, qui a été fait en 2009, je sais plus par qui, mais je crois que c'est une coproduction franco-polonaise. C'est à plat, avec les personnages qui sont debout dessus et qui se déplacent. Et la caméra est placée comme une caméra de cinéma quelque part, qui va se déplacer dans un décor qui est réel. C'est un film qui m'a pas mal marqué, énormément par les regards en fait des personnages et des marionnettes. La façon dont elles sont créées, le chara-design, donne vraiment des expressions assez prenantes. Je pense qu'ils ont voulu vraiment faire un raccord aussi entre le loup et Pierre au niveau du regard, parce qu'ils ont tous les deux les mêmes yeux bleus. Des fois, il y a des plans de connexion entre eux quand ils se regardent qui sont assez impressionnantes. C'est des têtes différentes qui sont placées sur le personnage à chaque fois. On remplace directement la tête. Ils ont toute une séquence sur l'étagère, tu peux voir plein de têtes alignées. Ça, ce plan-là avec les pattes, c'est assez fou. T'imagines la caméra. Après, je sais pas si c'est 2 grosses pattes qu'ils mettent. Est-ce qu'ils font de la démesure ou alors ils mettent vraiment les petites pattes du corbeau? Non, peut-être. Je sais pas du tout comment ils font, mais c'est vrai qu'on peut jouer sur les perspectives et ce genre de choses-là. On peut faire des marionnettes plus grandes pour certains plans, des marionnettes plus détaillées quand il y a besoin d'avoir la caméra proche du personnage, et des marionnettes moins détaillées s'ils sont très loin et qu'ils sont tout petits littéralement dans un décor. Souvent, tu te dis que la fourrure qui bouge, c'est justement l'animateur qui a posé la main sur la figurine pour la faire bouger. Donc forcément, il a laissé des traces avec ses doigts, il a un peu aplati la fourrure et c'est ça qui fait bouger la fourrure. Mais je trouve que ça donne un effet et que ça rend plutôt bien. Et limite, t'as l'impression que c'est cherché en fait pour mettre le mouvement et pour que, de toute façon, l'animation en volume, t'as toujours un aspect très physique, très viscéral même, parce que c'est vraiment des personnages qui sont inanimés au départ, qui ont été fabriqués et qui sont réels et qui se mettent à bouger. Là, je me demande par exemple pour le chat, parce que là on va le voir sauter et qui va tomber dans l'eau, comment est-ce qu'ils ont fait les gouttes? Là, je pense que c'est de la 3D rajoutée au-dessus, parce que 2009 c'est très possible. Il y a des techniques pour pouvoir faire de l'eau en stop motion avec des sortes de petits éléments qui vont tenir les gouttes pour les faire tomber et qu'on va ensuite enlever numériquement, mais c'est quand même très compliqué à faire. L'homme qui plantait des arbres, qui a été écrit par Jean Giono en 59, si j'ai bien révisé, et qui a été réalisé ici, donc l'adaptation en dessin animé, en 85 ou 88, avec la voix off de Philippe Noiret, donc un acteur que vous avez peut-être déjà vu dans des films. Le seul qui me vient, c'est Les Ripoux, un délire comme ça, mais c'est peut-être pas le mieux. il a fait plein de films, il a une voix particulière. À mon avis, il y a un mélange de crayon, peut-être un petit peu de fusain de temps en temps, un truc comme ça. C'est vraiment le dessin animé, du dessin qui va s'animer et prendre vie. C'est littéralement ça. C'est assez impressionnant déjà, juste les vêtements qui bougent.
pour simuler vraiment le vent qui vient. Bon, les cheveux, c'est la chose peut-être la plus facile, mais les vêtements qui bougent, ça c'est assez... Et le crayon, ça aide, ça, parce que quand on fait en dessin, forcément, on va jamais avoir exactement les mêmes traits aux mêmes endroits tout le temps. Donc il y aura forcément cette sorte de vibration naturelle, on va dire, quand on dessine. Tiens, t'as vu la séquence précédente, on avait les traits de crayon, et puis après ça fait plus plan fixe. En fait, dès que les corbeaux sont partis, on a l'impression qu'ils ont gardé juste la même image et qu'ils ont voulu la rallonger. Quand on anime un personnage, il faut déjà savoir qui est le personnage, parce que savoir qui il est, ça va nous permettre de savoir comment il va réagir à telle situation et comment il va se comporter. Donc on aura forcément à savoir comment il bouge la tête, comment il bouge les bras, les jambes, tout ça. Et en plus de tout ça, il faut penser aux mouvements qu'il y a autour de lui, donc les autres personnages, ou alors juste le décor et aussi les mouvements de caméra. Là-dessus, comme pour tous les autres films, ils avaient un storyboard de départ, ils ont défini ce qui allait se passer. Mais parfois, il y a des films comme ça où c'est un petit peu improvisé, on va dire, où ils ont vraiment la liberté de faire ce qu'ils veulent par rapport à la mise en scène. En tout cas, ils ont les grandes lignes, mais ensuite ils peuvent animer comme ils veulent. Là, par exemple, on voit que c'est un dessin fixe, à mon avis, jusqu'à ce que ça bouge. Ce qui me plaît énormément dans ce court-métrage, c'est surtout aussi les lignes qui sont pas totalement finies à la fin. Ils mettent vraiment que les lignes principales qui peuvent servir à délimiter le tissu, à comprendre où va le bras. Et ils ont pas mis tout ce côté-là, parce qu'il y a la lumière de ce côté-ci, donc ils n'ont pas besoin de mettre la ligne. Il y a un film qui s'appelle La jeune fille sans main, qui a été fait par Sébastien Odenbach, où en gros, lui, il a littéralement improvisé, il avait pas l'histoire au départ, en tout cas les grandes lignes du conte original qu'il allait adapter. Mais ensuite, il a juste dessiné, image par image, avec très peu de traits sur certains dessins. Et l'histoire s'est construite petit à petit. Donc c'est possible d'improviser, encore une fois je mets des guillemets, d'improviser une histoire et une mise en scène pour de l'animation. Les fondus. Parce les fondus, ils l'ont fait numériquement, je pense, là par contre. À mon avis... Ou alors ils ont coupé la pellicule. Je sais pas comment ils faisaient des fondus avant qu'il y ait le numérique. Parce que forcément, tu avais des fondus dans les films avant, quoi. Quand t'avais juste de la pellicule, je sais pas comment tu faisais quelque chose comme ça, en fait. Voilà, quand la forêt arrive. Trop beau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des commentaires à faire par rapport à un court-métrage qu'on a vu, n'hésite pas. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, à tes crayons. Salut.